Suite de notre série sur Michael Schumacher sur F1 TV. Ziv, avec les années 2000, c'est-à-dire les années de gloire, il y a quand même 5 titres mondiaux consécutifs. C'est tout à fait exceptionnel dans l'histoire de la F1. Et une domination, une suprématie totale. Oui, ça c'est vraiment le rouleau compresseur, hein, parce que tous les éléments sont réunis, on a le meilleur pilote du plateau, enfin à égalité peut-être avec Hakkinen, mais enfin en tout cas le meilleur. On a bon, Jean Todt avec sa Dream Team, Ross Brawn, Adrian Newey, alors, les Bridgestone. Rory Byrne, hein, Newey n'était pas chef. Rory Byrne évidemment. Et les Bridgestone, tu as raison. Et les Bridgestone, parce que les Bridgestone sont, dans le fond, elles sont pas impartiaux, hein. L'équipe d'usine pour Bridgestone, c'est Ferrari. Et tous les essais sont faits par Ferrari, et donc ils ont un bel avantage aussi. Donc c'est vraiment une Dream Team extraordinaire, avec un Michael qui est au sommet de son art, il faut dire la vérité. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que le premier titre, en 2000, il n'était pas facile. McLaren est encore là. McLaren est là. On se souvient de ce magnifique dépassement de Hakkinen en haut des combles avec Zonta au milieu. Bien sûr. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, il prend la tête du championnat, Hakkinen. Donc le championnat se joue quasiment jusqu'au bout. C'est magnifique apothéose, parce que pour Michael, d'être titré de la sorte, après tant d'années d'efforts de toute cette équipe, de toute cette Dream Team, c'est une belle apothéose. C'était très émouvant. Je me souviens de Suzuka 2000 et du soulagement, mais en même temps de la joie. Cette équipe avait tellement travaillé, tellement souffert aussi quand même. Ils ont eu une traversée du désert. Ils étaient passés quand même tout près du titre en 97, le fameux accident de Jerez. Ils étaient pas loin en 98 où Mika avait piégé un peu Michael dans le tour de chauffe à Suzuka déjà. Et là, ça se jouait vraiment sur le dernier Grand Prix. 99 au également, l'accident. Donc vraiment, voilà, c'était 1000 fois mérité et il y a eu une espèce de d'unanimité, d'adhésion pour le retour de Ferrari au sommet et pour le 3e titre de Michael, en l'occurrence, le premier en rouge. Et pour lui, ça reste son meilleur souvenir. Et quand on lui demande, Suzuka 2000, waouh, c'est magnifique, bien sûr. C'était la quête du Graal. Alors après, on rentre dans une période 2001, 2002, 2003, 2004. Ils vont enchaîner les titres et les victoires comme des perles, avec quand même parfois des petits couacs. C'est vrai qu'il y a cette espèce de unfair advantage, comme on dit, c'est Bridgestone. Michael, il fait 15 000 km d'essai à Fiorano, à Mugello avec les Bridge, et une fois qu'ils ont déterminé les gammes de pneus pour la saison, les autres doivent s'y adapter. Donc c'est vrai qu'on fait tout chez Ferrari pour, et c'est typique de la mentalité de Jean Todt, je crois, on fait tout pour se mettre hors d'atteinte, hors de portée des adversaires, et surtout si on peut avoir un avantage caché, on n'hésite pas. Voilà, il y a une espèce de... comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? La victoire à tout prix, c'est tout. Et puis on a passé carte très très vite. Rappelle-toi évidemment en 2002 au Grand Prix d'Autriche, on est en début de saison. Et alors Rubens Barrichello pour une fois il est devant et à la régulière et normalement il mérite de gagner. Radio Todt fonctionne et alors on demande de laisser passer Michael et à ce moment-là, tout le monde crie effectivement au scandale parce que oui, vraiment, certaines personnes l'ont fait en tout cas, mais dans la logique de Ferrari à l'époque, c'était normal puisque on ne voyait pas où était le problème puisque c'était Michael qui devait jouer le championnat. Ce qui était incroyable, c'est qu'ils étaient vraiment dans leur bulle, dans les gens dans sa tour d'ivoire, et voilà, ces décisions allaient de soi pour eux, comme tu dis. Et ils étaient très étonnés d'être critiqués, ou très étonnés qu'on ne soit pas d'accord avec eux. Il y avait une parano qui régnait, qui était incroyable, et Rubens, quand vous parlez de ça à Rubens aujourd'hui, je peux vous dire que déjà l'année précédente à Zeltweg, il avait dû céder une 2e place à Michael. Zeltweg, c'était un circuit qui lui convenait bien, Rubens, et il était devant Michael à la régulière. Et c'était pas souvent quand même que Rubens pouvait se montrer. On est en début de saison, comme tu dis. Michael a déjà quand même une avance considérable au championnat, donc moi, les consignes d'écurie, ça m'a jamais choqué quand c'était dans une phase décisive de championnat en fin de saison, et que là, il y ait un jeu d'équipe. Ça a toujours été comme ça en F1, et ça ne m'a jamais choqué. Mais là, au 6e Grand Prix, alors qu'ils ont déjà
un boulevard d'avance sur la concurrence et que à l'issue de la saison ne fait aucun doute, vouloir à ce point verrouiller et assurer des résultats de façon quelque part antisportive ou en tout cas un peu artificielle, franchement, ça ne les grandissait pas. Oui, ça, et c'était se moquer du public. Après, c'est vrai, hein, et c'est très dommage parce que Michael roulait tellement bien, il nous créditait d'exploits les uns après les autres, mais le public se souvient de ça et c'est un peu dommage, quoi. Et il est champion du monde à Magny-Cours au mois de juillet, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. Tout à fait. Et alors il rend une victoire au Grand Prix des États-Unis. De façon très maladroite. En disant, voilà, j'ai essayé de faire un ex-aequo, mais il savait très bien que c'était impossible. Donc, dans le fond, il avait voulu rendre une victoire à Rubens. Bon, c'était pas très élégant, et c'était de nouveau un tout petit peu se moquer des gens qui avaient payé leur ticket. Hein. Oui, absolument. Bon, 2003-2004, là, il y a quand même c'est un peu plus difficile, hein, parce que la concurrence s'organise, il y a Michelin, Bridgestone, donc ça devient un peu plus compliqué. Hein. Il y a Montoya, il y a quelques adversaires qui n'ont pas peur même pas peur de Schumi, hein, alors qu'il était dans un fauteuil. Oui, voilà, dans une lancée comme ça. Voilà. Mais il continue à gagner parce que la Dream Team est en place, ça marche, ça fonctionne, et lui fait le boulot aussi, attention. Hein. Moi, je me souviens c'est une période où on roule avec des pneus de qualif, pour ainsi dire, hein, puisqu'il y a la guerre des pneus. Donc voilà, il y a la fameuse course de Magny-Cours où ils font 4 arrêts et où Michael enchaîne des sprints de qualification, un rythme, une cadence. Un Grand Prix de Hongrie aussi, où en stratégie, il bluffe tout le monde, parce que voilà, Michael a cette capacité à tout de suite faire des temps. Je me souviens de ses in-lap et ses out-lap, c'était incroyable, il lâchait pas un millième, quoi. Et ça, c'était une forme de perfection. Et moi, je me souviens, voilà, ces années-là, pour moi, c'est atteindre une forme de perfection dans le pilotage et dans l'exploitation d'une voiture et d'un règlement. Oui, et lui et Ross Brown, hein, c'était un binôme redoutable. Ross Brown qui est un magnifique joueur d'échecs, qui savait exactement quand le faire rentrer, et alors il lui disait, maintenant tu dois faire ton tour de qualif dans ton in-lap, et Michael était parfait, comme tu disais, là-dedans, et il donnait des leçons de pilotage à tout le monde, ça il ne faut pas l'oublier. Et Rory Byrne, hein, parce que vous voyez des belles autos comme celle-là, hein, c'est quand même le designer, c'est quand même Rory Byrne, le Sud-Africain, qui était un peu dans l'ombre de Ross Brown, mais Brown était davantage un organisateur technique, un manager, un stratège certainement. Rory, c'était le designer, la finesse aérodynamique. C'est encore une époque où ces gars-là avaient une vision globale, hein, de ce que c'est que la conception d'une F1. C'est le gros avantage d'Adrian Newey aujourd'hui, c'est qu'il est de cette génération où ils ont encore la compréhension globale de la voiture. Adrian est d'ailleurs le dernier à encore faire ses voitures, à travailler au crayon, quoi, à l'ancienne. Tout à fait. Bon, alors les années 2005-2006, là c'est un peu je dirais une première... pas une déchéance, le mot est trop fort, mais c'est quand même le retour de flamme. Oui, appelons un chat, c'était des fêtes. Hein. On a un nouveau venu, et pas n'importe qui, c'est Fernando Alonso, qui arrive en Formule 1, qui fait ses premières marques, ses premières victoires. Sous la houlette d'un certain Flavio Briatore, tiens, qui voilà. Et Flavio Briatore chez Renault, on a Michelin qui enfin est en forme, hein, vis-à-vis Michelin fait la différence en 2005. En 2005, il fait la différence. Et alors là, Michael Schumacher a trouvé à qui parler parce que Fernando Alonso, c'est vraiment un client. Et bon, la Scuderia se fait battre. Première fois depuis 1999. Se fait battre à plate couture, mais c'est vrai que c'est le paramètre pneumatique qui est déterminant cette année-là. La seule course que Michael gagne, c'est à Indianapolis, où il n'y a pas de Michelin au départ. On se souvient de cet incroyable... Et même là, ça montre de nouveau le caractère de Michael, c'est que même là, il a un peu rudoyé, pour ainsi dire, Barrichello, en sortant des stands devant sous son nez et en montrant qui était le patron de manière un peu forte. Hein. En le poussant dans le mur s'il faut, c'est vrai que même une saison comme ça, ou une victoire qui n'en était pas une, même ça, il lâche pas. Mais ça fait partie du personnage. On ne peut pas, quelque part, critiquer ça, je pense. C'est un winner, il y a ce combat, il est obstiné, Michael, il est obsédé par la victoire, par la perfection, et son palmarès parle pour lui-même. 2006,
ça commence à être un peu la pente douce, parce que chez Ferrari, on l'imagine intouchable, Michael. Oui. Et puis on se rend compte qu'il commence à y avoir des dissensions en interne, que Montezemolo veut recruter, veut préparer l'avenir quelque part. Todd couvre Michael, mais bon, il y a Massa qui arrive. Qui marche pas trop mal. Qui marche franchement pas mal, donc Michael n'est peut-être plus au top. En tout cas, chez Ferrari, la confiance n'est plus tout à fait la même. Et il y a cette sortie qui est un peu malheureuse, parce que, voilà, c'est pas Michael qui décide de prendre sa retraite, il est poussé dehors. Moi, je me souviens très bien de Monza, quand il est contraint et forcé d'annoncer, d'officialiser son départ de Ferrari, et donc sa retraite de la F1, parce que voilà, ça paraît impensable à ce moment-là, en tout cas, de le voir ailleurs. Et voilà, c'est chez Ferrari qu'on lui a dit, voilà, c'est Kimi Räikkönen ou rien. Tu peux rester, mais ton équipier, ce sera plus Felipe Massa, ce sera Kimi Räikkönen. Et Michael n'a pas envie, visiblement, de relever ce défi-là, ou en tout cas, il considère ça comme un geste de défiance envers lui, de la part de Luca Di Montezemolo, et donc il renonce à poursuivre. Oui, malaise toute l'année chez Ferrari, parce qu'on sent effectivement qu'on veut pousser Michael vers la sortie, et c'est pas très élégant, parce qu'il aura quand même donné les plus belles années. En plus, ils essaient de déstabiliser Renault et Alonso en prétendant que la voiture n'est pas conforme, en cherchant mille et une excuses. Donc c'est une année un peu comme ça, oui, puis, mal vécue chez eux. Et puis malheureusement, il y a encore un comportement inadmissible d'un champion pareil. C'est les qualifs à Monaco, souviens-toi. Tout à fait. Où au dernier tour, là, il fait semblant de sortir de la route à la rascasse à 2 à l'heure pour empêcher Fernando de faire la pole ou d'autres pilotes d'améliorer. Et ça, une attitude pareille d'un champion comme ça, malheureusement, voilà, ça enlève tout le bien qu'on en a dit, toute l'admiration qu'on peut en avoir. Se comporter comme un voyou sur la piste, comme il l'a fait là, c'était pas acceptable. Ouais, c'est vrai, alors on a envie de se souvenir des 91 victoires, des 7 titres, on a envie, parce que c'est un monument, bon, il aura écrit des immenses pages de l'histoire de la course automobile, mais nous, on est obligés de raconter aussi cette facette de son personnage, mais qui, dans le fond, comme tu disais, l'avait façonné et qui en avait fait le Michael Schumacher qu'il était, c'est tout. Mais ça reste quand même le caillou dans la chaussure, même s'il y a encore moult choses à dire sur sa deuxième carrière, sur le fameux comeback. Ce sera l'objet de notre dernière séquence.